Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien, que vous me voyez tous bien. Donc il est bientôt 11 heures, on va commencer d'ici quelques instants. On attend encore les derniers arrivants. Hop, voilà. Bien, bien, bien. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'être venu assister à ce webinaire où l'on va parler donc du moteur de recherche et de comment on optimise son moteur de recherche et comment on va déclencher le levier de l'e-merchandising. Eh bien voilà, 11 heures, on va pouvoir commencer. Donc, je vais me présenter. Voilà. Donc, je m'appelle Nicolas Clément, je suis consultant en e-merchandising depuis bientôt 6 ans. J'ai trois domaines d'expertise qui sont le merchandising, le searchandising et la personnalisation. Et j'interviens en tant que consultant pour accompagner les différents clients et en tant que formateur sur différentes solutions d'e-merchandising, de searchandising telles que Antidote, telles que Sparko, Fred Hopper, Andeka, Nosto, Rich Relevance et plein d'autres. Et donc, j'interviens au sein de la société Web Transition, donc un cabinet conseil spécialisé autour donc de ces trois domaines, le merchandising, le searchandising et la personnalisation. Donc, c'est un cabinet composé de 30 personnes qui exercent depuis plus de 5 ans. Et on accompagne en fait les grands acteurs du e-commerce, notamment dans la région, mais aussi partout en France et en Belgique aussi. Et donc on intervient sous deux formes de missions, donc des missions de longue durée d'accompagnement ou sur des missions vraiment d'expertise où on va venir corriger le souci, apporter des réponses et puis ensuite repartir. Donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Hop, voilà. Donc, on va faire une petite introduction sur le moteur de recherche pour vraiment qu'on reparte un peu sur les mêmes bases pour ne pas perdre personne. Ici, le but, je vais rester relativement généraliste. Le but étant de ne perdre personne et que ce webinaire parle à tous et puisse vous apporter des réponses. Ensuite, on va parler de l'optimisation des résultats, de la maximisation de la conversion, les points de vigilance et puis ensuite quelque chose qui est également très important, c'est le suivi de la performance. Hop, voilà. Alors, deux chiffres assez intéressants, même s'il y en a un qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. Le premier, c'est 73% des visiteurs quittent un site au bout de 2 minutes s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Vous pouvez vous-même, vous en avez sûrement fait l'expérience, quand vous arrivez sur un site que vous ne connaissez pas, on a souvent tendance à utiliser le moteur de recherche. Et si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, eh bien, vous n'allez pas forcément vous embêter à perdre du temps à naviguer, eh bien, vous allez quitter le site. C'est pour ça qu'en effet, avoir un bon moteur de recherche, bien, ça nous permet de garder les internautes. C'est vraiment important parce que vous avez, en tant qu'e-commerçant, les e-commerçants dépensent beaucoup d'argent via le trafic pour faire venir des gens sur son site et c'est vraiment dommage s'ils quittent ce site au bout de quelques instants. Et ensuite, un autre chiffre qui est vraiment très intéressant, c'est le taux de conversion du moteur qui est de 1,5 à 3 fois supérieur au taux de conversion de la descente produit classique. Généralement, on est plus entre 2,5 à 3,5 même. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que quand un internaute arrive sur un site et qu'il utilise le moteur de recherche, ça veut dire qu'il est vraiment dans une démarche d'achat. Alors que quand un internaute utilise la navigation pour regarder les produits, il est plus en mode lèche-vitrine et donc il est moins dans une optique d'achat. Quelques autres chiffres qui sont intéressants, le moteur de recherche peut générer jusqu'à 30% du CA.
C'est vraiment intéressant parce que on a beaucoup de e-commerçants qui vont passer beaucoup de temps à faire leur opération commerciale sur leur site. Pourquoi? Parce que c'est graphique, c'est plus marketing, c'est plus sympathique à faire. Or, quand on regarde la répartition du chiffre d'affaires, c'est environ 30%, jusqu'à 30% pour le moteur, environ 50% pour la navigation et 10 à 20% pour les opérations commerciales. Donc on voit que le moteur n'est vraiment pas à négliger. Alors c'est vrai, ça demande quand même plus de travail. C'est pas le travail le plus sympa du monde à faire parce qu'il faut des fois un peu triturer, c'est un peu plus technique. Mais par contre, c'est vraiment générateur de chiffres et ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus. Un autre chiffre assez intéressant, c'est 27% des visiteurs d'un site e-commerce qui débutent leur parcours par l'utilisation du moteur de recherche. C'est plutôt logique, en effet, quand vous arrivez sur un site que vous ne connaissez pas, que sur lequel vous n'êtes jamais allé, eh bien, le moteur est l'endroit naturel par lequel on va commencer. De même, pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude d'un site internet, eh bien, quand ils arrivent sur un site, eh bien, ils vont pas trop penser à naviguer parce que les menus peuvent être assez grands, ils vont être un peu perdus. Eh bien, ils vont utiliser le moteur de recherche. C'est toujours assez intéressant à regarder. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude d'utiliser des sites internet. Par exemple, moi, je regarde ma mère qui utilise un site internet. Eh bien, elle va commencer par l'utilisation du moteur parce que c'est le moyen le plus simple pour elle de retrouver un produit. Et ensuite, 96% des internautes déclarent que la fonction de recherche est très importante dans leur processus d'achat. Donc en effet, un moteur, c'est toujours très intéressant, ça nous permet de retrouver facilement le produit que l'on recherche s'il est disponible. Et donc voilà, donc c'est le moteur de recherche, c'est vraiment un élément à ne pas négliger sur son site. Donc le moteur de recherche, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais le but premier d'un moteur, c'est de trouver ce que l'internaute recherche. Donc jusque-là, c'est plutôt très logique. Et en gros, quand un internaute va arriver sur votre site pour rechercher canapé bleu, robe été ou par exemple ordinateur HP, eh bien, il doit trouver des produits qui correspondent à sa recherche. Un moteur, ça doit être pertinent selon deux points de vue. D'un point de vue sémantique, donc c'est les exemples que je viens de donner. Vous cherchez robe rouge, vous avez donc des robes rouges qui remontent. Et également d'un point de vue business. Donc le point de vue business, ça veut dire que oui, quand je vais taper canapé bleu, j'ai bien des canapés bleus qui vont remonter. Par contre, ça doit être les canapés bleus que le e-commerçant veut vendre. C'est-à-dire que par exemple, c'est ce sont tous les produits qui sont en promotion. Peut-être sur lesquels il marche le plus. Peut-être les canapés bleus qu'il veut déstocker. Donc voilà. Et donc un bon moteur de recherche, ça doit être l'alliance en fait de ces deux termes, de ces deux points de vue-là. Et donc en fait, le but d'un moteur, c'est donc trouver, guider et enfin influencer les internautes pour qu'ils passent la commande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai directement. Pas la peine d'attendre la fin du webinaire. Donc voilà, si vous avez une interrogation, il n'y a pas de question bête, n'hésitez pas à me la poser. Donc après avoir parlé un peu et réintroduit le sujet du moteur de recherche, on va parler de l'optimisation des résultats. Alors, comme je l'ai dit, la sémantique, c'est le premier but du moteur. Quand un internaute recherche quelque chose, eh bien, il va le trouver. Quand je recherche canapé bleu, je ne dois avoir que des canapés bleus. Le moteur, pour cela, il dispose de plusieurs fonctionnalités sur lesquelles je vais revenir plus tard, qui sont les thésaurus, la tolérance orthographique, les suggestions, les redirections, les facettes, la relaxation et la compréhension du langage naturel. Alors, le thésaurus, sous ce terme un peu barbare, c'est en gros le dictionnaire du moteur. Ça va gérer ce qu'on appelle tout ce qui est synonyme. Donc le synonyme, ça va être quand je vais rechercher robe Bordeaux, robe Bordeaux, il sait que c'est un peu la même chose que robe rouge. Alors en fait, le thésaurus, c'est en gros le dictionnaire du moteur qui va aider le moteur à comprendre ce que dit l'internaute.
Pour rentrer un peu plus loin dans le sujet, on parle de termes unidirectionnels ou de bidirectionnels. Les termes bidirectionnels, c'est quand vous avez une égalité parfaite. C'est le deuxième exemple que je donne. Quand vous recherchez le mot ordinateur, vous devez avoir dans vos résultats des PC fixes, des tours, et des PC portables. En effet, le mot, ça marche dans les deux sens. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les termes unidirectionnels. C'est donc quand vous tapez robe Bordeaux, vous n'avez que des robes Bordeaux. Par contre, quand vous tapez robe rouge, vous devez avoir à la fois des robes rouges et des robes Bordeaux. Donc, en effet, rouge est un peu le parent de Bordeaux. Et donc, Bordeaux, c'est une recherche qui est plus spécifique. Donc, on donne des résultats qui sont plus spécifiques. Ici, c'est un exemple. Donc, sur le site de Damar, vous tapez le mot short. Eh bien, en effet, le mot short et le mot Bermuda, eh bien, Damar a défini que c'était deux termes équivalents. Et donc, vous voyez, quand vous tapez short, vous avez des Bermudas qui remontent et également un short. Alors, Nathalie M, l'importance d'utiliser le pluriel singulier, majuscule ou minuscule. Alors ça, je vais revenir sur ce point juste après. Hop, ici, c'est la tolérance orthographique. Donc, la tolérance orthographique, eh bien, le but, c'est trouver ce que l'internaute recherche, même quand il s'exprime mal. Donc, la tolérance orthographique, c'est la gestion des caractères spéciaux, du masculin féminin, du singulier pluriel, évidemment des majuscules minuscules. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que même quand l'internaute écrit mal le mot, on doit quand même trouver ce qu'il recherche. Donc ici, un exemple qui est vraiment emblématique, notamment dans l'alimentaire, c'est le mot agendas. Personne ne sait écrire agendas, mais eh bien même quand il l'écrit mal, donc ici H-A-G-E-N et plus loin D-A-Z, le moteur retourne quand même les bons produits. J'ai eu l'occasion donc d'intervenir chez de nombreux e-commerçants. Et un autre exemple qui est frappant, c'est sur la marque Desigual. On s'est rendu compte que beaucoup de gens la recherchaient comme Disigual, donc D-I-S-I-G-U-A-L. Eh bien, même quand on tape Disigual sur leur moteur, le moteur comprend bien que l'internaute recherche des produits Desigual. Et ici, donc, un chiffre rappel, c'est 73% des visiteurs qui quittent un site au bout de 2 minutes s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Donc, c'est vraiment important parce que vos internautes ne savent pas forcément comment bien écrire, que ce soit une marque, que ce soit un mot. Dans l'alimentaire, je pense aussi à Nutella. Personne ne sait si ça prend un T, deux T, un L, deux L. Eh bien, le moteur arrive quand même à retrouver les produits. Ici, un autre exemple sur le site de Zara. Vous voyez, j'ai fait exprès des fautes. J'ai tapé robe avec 2 B, j'ai tapé enfant avec 2 F. Et vous voyez que le moteur a quand même compris ce que je recherchais et me remonte bien des robes enfants. Les suggestions de recherche. Alors, c'est une fonction de Google qui s'appelle Did you mean, Est-ce que c'est bien ce que vous recherchez? Globalement, c'est ce qui va aider le moteur à rechercher, à clarifier la demande de l'internaute. Globalement, ça va ouvrir le champ des possibles. Pourquoi? Parce que quand un internaute, c'est l'exemple que je donne, cherche le mot guitare, dans la page de résultats, on va avoir plusieurs suggestions qui sont guitare classique, guitare électrique, guitare acoustique. Donc, ça vous permet à vous, e-commerçant, de rediriger l'internaute peut-être vers une page déjà prévue. Ça lui permet également, quand on a des gros catalogues, de vraiment spécifier sa recherche pour donner des résultats qui sont un peu plus précis. On a des clients qui ont un catalogue qui dépasse les 50, 100 000 références. Eh bien forcément, quand vous recherchez le mot canapé, vous allez peut-être avoir 15 000 résultats. Et donc, bien là, ça peut être intéressant de lui dire, est-ce que tu recherches un canapé d'angle, un canapé droit, un canapé relaxation, etc. Voilà, ici, c'est l'exemple que je donne. Sur Amazon, j'ai cherché le mot canapé et là, eh bien, on a un encart, tous nos conseils pour choisir votre canapé. Et donc là, on a plusieurs suggestions. Et donc, quand on va cliquer dessus, on va arriver sur des pages de produits. Les redirections. Donc, les redirections, en fait, souvent un moteur de recherche, ça va un peu émuler ce que un visiteur, l'expérience visiteur en magasin. Et donc, la redirection, ça en fait partie. C'est un peu comme pour remplacer le vendeur qui est là un peu pour guider et le client et l'amener devant le rayon qu'il souhaite. J'arrive dans un magasin, tiens, où est-ce que se trouvent les robes, où est-ce que se trouvent les produits frais?
Et le moteur de recherche peut faire la même chose. Donc les redirections, il y en a de deux types qui sont les redirections fixes ou les redirections dynamiques. Et donc elles vont avoir pour but de rediriger l'internaute vers certaines pages lorsqu'ils vont taper des requêtes. Donc quand un internaute va rechercher Adidas, bien au lieu de lui montrer une page de résultats Adidas avec des chaussures, des survêtements, etc., eh bien je vais par exemple le rediriger vers mon brand corner Adidas que j'ai bien marketé avec du contenu, des vidéos et puis évidemment des produits. On parle donc de deux types de redirection qui sont fixes ou dynamiques. Fixe, c'est quand c'est vous, e-commerçant, qui allez dire quand il tape ce mot-là, je vais le rediriger vers cette page-là. Et dynamique, pourquoi? Parce qu'il y a des solutions de recherche qui, quand un internaute va taper le mot Nike, eh bien le système va analyser toutes vos pages de votre site. Il va voir qu'il y a une page qui s'appelle Nike, eh bien le moteur est intelligent. Il va vous rediriger vers cette page-là sans aucune intervention de votre part. Ça peut servir aussi pour les AdWords, où on peut prévoir en effet pour les AdWords, c'est conseiller des landing pages pour que les gens accèdent directement à la bonne page. Mais ici, on n'est pas réellement dans l'utilisation du moteur de recherche. C'est plus, on va prévoir des pages dans des pages via la solution d'e-merchandising que vous utilisez qui vont servir de landing page. On évite généralement dans tout ce qui est par exemple envoi d'email de rediriger vers un moteur de recherche. Pourquoi? Parce que globalement 80 à 90% des solutions du marché, vous êtes facturé à votre requête que vous faites. Donc plus vos internautes utilisent votre site, plus votre facture à la fin peut être élevée. Donc en effet, si par exemple quand on envoie des emails, on évite d'utiliser un moteur de recherche. Pourquoi? Parce qu'on est facturé à chaque fois qu'une requête va être faite. Donc, on vaut mieux prévoir une page de navigation, une page du site fixe pour servir de landing page. Ici un exemple, voici une redirection sur le site de Zalando où vous voyez, j'ai tapé Adidas et j'arrive sur une page qui est marketée. Donc ici avec des contenus. Voilà, on a 3 contenus. On a ici des facettes et on a ici donc des produits. Et à gauche, on a un petit texte sur voilà qui raconte l'histoire d'Adidas, etc. et qui peut servir pour le référencement ou autre. Donc voilà, ici c'est vraiment l'exemple parfait d'une redirection. Ensuite, les facettes. Alors les facettes, leur but c'est de guider l'internaute dans son choix. Alors les facettes, ça existe pour les pages d'un site, pour les pages normales, mais ça existe également pour le moteur de recherche. Dans les deux cas, elles doivent être orientées utilisateurs pour participer et améliorer l'expérience client. Donc elles doivent être orientées utilisateurs. Pourquoi? Parce que si vous faites une facette que les internautes ne comprennent pas, ou qui va être utilisable par seulement 2% des gens, eh bien elles sont pas intéressantes. Vous vendez de l'informatique. Si vous commencez à demander quel type de processeur ils veulent, j'en sais rien moi, AMD ou Intel, eh bien ça va pas trop intéresser les gens. Vaut mieux par exemple mettre une facette sur la marque, sur le prix. Par exemple, est-ce que c'est un ordinateur pour faire de la bureautique, c'est un ordinateur pour jouer? Ça va être des facettes qui vont parler aux gens et donc qui vont pousser les gens à les utiliser. Alors, une facette, c'est quoi? C'est vrai que c'est essentiel de le rappeler, c'est ceci. C'est quand vous allez sur un site, c'est ce qui va vous permettre de filtrer les résultats. C'est-à-dire que vous allez arriver sur votre page t-shirt, vous allez avoir 300, 400 produits. Et bien là, vous allez pouvoir filtrer par marque, par couleur, par type de produit. Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce qu'il est en promo? La taille, etc. Donc voilà, donc ici c'est 2 exemples de facettes qui peuvent être souvent soit à gauche, soit en haut de la page. Donc voilà, et donc c'est ce qu'on appelle un filtre. On a par exemple 500 produits. Alors c'est la même chose. Filtre et facette, c'est exactement la même chose. Et donc quand on a, par exemple, j'ai cherché ici, on est sur la page marque Adidas. Et bien ici je peux filtrer sur t-shirt pour n'avoir que les t-shirts.
La relaxation. Alors, la relaxation, c'est quoi? C'est un mécanisme invisible de l'internaute et qui permet au moteur en fait de rejouer une recherche si le moteur n'a pas trouvé un nombre suffisant de résultats. Je vous donne un exemple, vous recherchez robe de soirée. Vous n'avez que 2 ou 3 robes de soirée, voire même pas du tout de robe de soirée. Soit vous affichez 2 ou 3 résultats, soit même voire pas de résultats du tout, ce qui peut être très déceptif, et donc ce qui ne va pas aider l'internaute à commander sur votre site. Soit vous allez tenter une approche qui est de dire, OK, on n'a pas exactement ce que tu recherches, mais on peut te proposer des produits qui peuvent quand même t'intéresser. Donc, eh bien, quand on va rechercher robe de soirée, on va montrer forcément, si on en a, d'abord des robes de soirée, mais on va aussi montrer d'autres robes qui ne sont pas des robes de soirée et aussi des produits soirée, par exemple un tailleur. Voilà. Donc évidemment, les robes de soirée, c'est celles qui vont apparaître en premier, mais on va essayer d'élargir un peu la recherche pour essayer un peu de faire que l'internaute quand même puisse avoir un résultat et puisse passer commande. Un exemple concret, donc là sur le site d'Alinea, j'ai recherché matelas futon. Donc j'ai bien des matelas futon et vous voyez le dernier produit, eh bien c'est un tatami. Donc c'est pas exactement ce que l'internaute recherche, mais potentiellement il peut être intéressé. Alors ça va peut-être pas rapporter des millions de commandes, mais c'est toujours des commandes qui sont bonnes à prendre. Entre 0 commande et une commande, eh bien il faut toujours essayer au maximum de vendre des produits. Donc forcément, vous allez perdre un peu en pertinence au niveau du moteur. Par contre, ça vous permet quand même de proposer des produits. Ce système-là est vraiment très intéressant pour des clients qui ont un petit catalogue. En effet, quand vous avez 200, 300 ou 1000 produits, c'est pas énorme. Ça veut dire que quand votre internaute va utiliser votre moteur, vous risquez d'avoir à chaque fois très peu de résultats. Et donc, ce système-là va vous permettre un peu d'élargir et de donner un peu plus de volume à votre catalogue. Donc, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la compréhension du langage naturel. Donc, en fait, le but, c'est quoi? C'est s'adresser à un moteur de recherche comme on pourrait le faire à un vendeur en magasin. Vous avez tous les grands moteurs de recherche type Google, Yahoo, Bing qui le font déjà. Malheureusement, il y a encore très peu de sites e-commerce où cela fonctionne. Donc, l'exemple, c'est vous recherchez canapé pas cher ou appareil photo de gamme ou robe pour sortir. Eh bien, le moteur de recherche doit quand même comprendre et retourner des résultats. Donc ici, c'est l'exemple. J'ai tapé canapé pas cher et vous voyez que j'ai que des canapés qui sont le plus cher est à 600 €, mais globalement, j'ai des canapés à partir de 200 €. Donc, ce qui est vraiment pas très cher pour un canapé. Donc ça, c'est vraiment intéressant à mettre sur un site pour que votre moteur comprenne le langage des internautes quand ils arrivent sur votre site. Donc voilà, on a terminé sur la partie optimisation des résultats. Est-ce que vous avez des points à aborder? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions apparemment. Alors on va pouvoir continuer et on va parler de la maximisation de la conversion. Alors, j'ai abordé donc ce point au tout début. Un moteur doit être pertinent d'un point de vue sémantique, donc il doit comprendre ce que l'internaute tape, mais également d'un point de vue business. Et c'est ce point-là qu'on va développer maintenant. Donc, un moteur doit retourner les produits recherchés, mais pas que. Il doit montrer en effet les produits qui ont le plus de chances de se vendre, donc les plus intéressants, ou, et ça peut être aussi une alliance des deux, ceux qui répondent à la stratégie du e-commerçant. Donc, par exemple, en tant que e-commerçant, j'ai envie de déstocker mes produits. Là, parce que j'ai trop de stock. Eh bien, quand mon internaute va taper table noire, oui, je vais lui montrer des tables noires, mais je vais montrer les tables noires dont j'ai envie de me débarrasser. Donc, globalement, pour faire ça, les différentes solutions de recherche possèdent plusieurs fonctionnalités qui sont l'ordonnancement des produits, l'autocomplétion, la marchandisation des résultats, la contextualisation de la recherche et la personnalisation des résultats. Donc, on va de la même manière aborder chacun des points un peu plus en détail. Et donc, le premier point, c'est l'ordonnancement des produits. En gros, vous devez montrer en premier les produits qui ont le plus de chances de transformer, de se vendre.
C'est une règle qu'on a qui est globalement sur Internet, que ce soit dans les moteurs de recherche plus traditionnels, type Google, Bing, Yahoo, ou sur les sites e-commerce. Ce sont les produits qui sont placés le plus haut dans la page, qui ont le plus de chances de se vendre. En effet, les articles qui sont placés en bas de page ou même en page 2 ou 3 ne sont vus en moyenne que par 30% des internautes. Ça, c'est pour les produits placés en bas de page. Et quand vous allez en page 2 ou 3, c'est encore pire. Il y a encore moins de personnes qui les voient. Ce qui veut dire que les premiers résultats sont primordiaux. Et donc, c'est vraiment, il faut vraiment faire en sorte que les premiers produits soient les produits qui ont le plus de chances de se vendre. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses à respecter. Le premier, c'est on ne peut vendre que des produits qui sont disponibles. Si votre produit n'est pas disponible, et c'est logique, il n'a aucune chance de se vendre. Donc pour ça, c'est l'exemple que je donne quand un internaute recherche ventilateur noir, les 5 premiers produits ou les 5, 6, 10 premiers produits sont bien des ventilateurs noirs. Sauf que s'ils ne sont pas en stock, on ne peut pas les commander. Donc ils n'ont aucune chance de se vendre. Donc c'est plus intéressant de mettre en avant bien les ventilateurs noirs qui se vendent le mieux, donc les best-sellers, des produits sur lesquels je fais beaucoup de marge, des produits à déstocker, mais on peut avoir plein d'autres choses. Ça peut être par exemple les produits les mieux notés par les consommateurs. Si on est par exemple dans le cas des sites qui vendent des meubles, des fois on a des délais de livraison qui peuvent être un peu élevés. Ben ça peut être les produits qui sont disponibles le plus rapidement possible. L'exemple parfait, c'est notamment quand vous êtes à Noël sur les courses de dernier moment. Parce on s'y prend tous au dernier moment. Et en gros, le 23 décembre, on se réveille en se disant, mon Dieu, j'ai encore des choses à commander. Et bien là, ça peut être intéressant de dire, hop, on recherche par exemple DVD, et bien de montrer les DVD qui peuvent être livrés avant le 24 décembre. Donc voilà. Ça, ce sont différents exemples. Ici, on a l'exemple d'un petit site qui s'appelle Amazon. Et donc, on a ici, quand on a tapé clé USB, eh bien, les premiers produits qui remontent, vous voyez que c'est des produits qui sont tous bien notés par beaucoup de personnes. Hein. Je vois que le deuxième produit est noté par 676 personnes, le premier par plus de 1300 personnes, qui sont donc très bien notés. Le premier, c'est une meilleure vente. Donc là, en effet, j'ai vraiment montré les produits qui ont le plus de chances de se vendre, en tout cas selon les critères d'Amazon. Une autre fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. Donc l'autocomplétion, c'est quoi? C'est quand vous commencez à taper quelques lettres, généralement c'est 3, et le moteur va commencer à vous faire des suggestions. Le but de l'autocomplétion, c'est quoi? C'est accélérer le processus d'achat. En fait, vous commencez à taper quelque chose, le moteur va vous suggérer des résultats et vous pouvez directement accéder à la fiche produit. Il y a même certains e-commerçants qui intègrent un bouton d'achat directement dans l'autocomplétion. Donc là, c'est le process d'achat le plus rapide qu'on puisse avoir sur un site. Donc le client ne passe même pas par la fiche produit pour ajouter un produit au panier. Donc voilà, globalement, l'autocomplétion, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On peut avoir des taux de transformation qui peuvent être jusqu'à 6 fois supérieurs par rapport à ceux qui utilisent le moteur de recherche traditionnel. Et c'est vraiment quelque chose d'instantané. Je recherche, je vois le produit, je peux le prendre. Ici, on a un exemple de chez Leroy Merlin, une autocomplétion que je trouve vraiment bien faite, bien pensée et je pense sur lequel on peut bien s'inspirer. Avec une autocomplétion qui est divisée en 4 parties. Vous avez une partie catégorie, donc alors ici j'ai tapé CUIS pour les cuisines. Et donc j'ai une catégorie avec donc des pages qui correspondent à ça. J'ai de la suggestion de produits. J'ai un top recherche, donc ça c'est par rapport à ce qu'ont recherché les autres internautes sur le site. Et puis j'ai une partie idées conseils, vu que le site a beaucoup de contenu, donc ça peut être aussi très intéressant pour mettre en avant certains des contenus du site. La marchandisation des résultats. Donc, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de mettre en avant des produits ou des contenus dans les résultats, notamment avec un design un peu particulier pour capter l'attention, capter le regard des internautes. C'est un peu l'équivalent des têtes de gondole en magasin. Vous avez exactement ça généralement sur les pages de votre site. Hein.
On a tous vu quand on navigue sur un site, eh bien, un produit qui est un peu mis en avant, qui prend peut-être plus de place que les autres, notamment dans les premiers résultats. Et bien, sur un moteur de recherche, c'est également possible. Donc ici, je vous donne un exemple. J'ai tapé le mot parasol. Eh bien, j'ai, paf, un produit qui prend la place de 3, qui apparaît en premier, qui est vraiment mis en avant. Vous voyez que le prix, il a été mis en jaune. Donc voilà, je ne peux vraiment pas manquer ce produit. Donc ça peut être très intéressant pour, eh bien, parce que c'est par exemple votre produit best-seller, vous voulez vraiment le mettre en avant. Donc voilà, ça c'est une bonne illustration. La contextualisation des résultats. Donc le but, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur en redonnant du contexte à sa recherche, en créant un univers. Donc ça va être il y a plusieurs façons de le faire. C'est vous recherchez par exemple VTT et le design de votre site va s'adapter automatiquement avec des fonds, des images avec des VTT. L'autre possibilité, qui peut être aussi très intéressante, c'est l'insertion d'un contenu. Donc, un contenu, ça peut être une image, une vidéo, une bannière, au sein de ma page de résultats. Donc, comme je le dis dans mon exemple, c'est vraiment idéal pour mettre en avant la bannière de votre OPECO en cours. Ça peut être, par exemple, la dernière publicité que vous avez mis sur YouTube. Voilà, et donc ça permet de recréer un peu une ambiance au niveau du site. Un exemple ici, c'est chez Decathlon. J'ai recherché vélo tout chemin et donc là, j'ai donc 8 résultats et vous voyez à gauche et à droite, j'ai des images de vélo. Et vous voyez d'ailleurs, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur la marchandisation des résultats, vous voyez que vous avez 2 produits qui sont vraiment mis en avant avec un premier prix technique et une meilleure vente avec, vous voyez, les prix qui sont mis en jaune. Donc là, on a aussi l'exemple d'une belle mise en avant. La personnalisation des résultats. Donc la personnalisation, on en entend parler depuis quelques années et donc c'est ce qui va permettre de personnaliser les résultats de son site et c'est un peu comme un magasin, comme un vendeur dans un magasin ou même quand vous allez dans un restaurant, on va reconnaître son client et donc on va adapter son discours en fonction. Donc, en effet, on a tous connu ça. Si vous êtes habitué, par exemple, d'une boutique, vous entrez dans la boutique, on vous reconnaît. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame. Tiens, on a des produits qui peuvent vous intéresser. J'ai reçu cette petite robe noire. Je sais que c'est ce que vous aimez. Ou vous allez dans un restaurant, le restaurateur va vous accueillir et vous dire tiens, j'ai reçu des coquilles Saint-Jacques. Je sais que vous aimez ça. Voilà. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Le moteur va s'adapter à chacun des internautes et à chacune de leurs recherches. Un exemple concret, ça fait plusieurs fois que vous naviguez sur des fiches de produits de chaussures en cuir noir pour hommes plutôt haut de gamme. Eh bien, le moteur va comprendre l'intérêt de l'internaute pour ces différents critères-là et donc va adapter ses résultats. Donc maintenant, si ce même internaute tape le mot chaussure, eh bien, le moteur va d'abord lui montrer les produits qui l'intéressent le plus. Donc, il va d'abord lui montrer des chaussures pour hommes, si possible des chaussures en cuir noir et plutôt haut de gamme. Ça ne veut pas dire que quand vous allez taper chaussures, les produits femmes vont disparaître. Parce que c'est logique, le moteur doit retourner tous les produits qu'il possède. Donc, il va retourner les chaussures pour femmes, les chaussures pour enfants, et puis les chaussures, par exemple, les baskets. Mais le site connaît l'intérêt de l'internaute pour les différents critères. Donc ici, noir haut de gamme et puis pour hommes. Et donc, il va d'abord montrer ces résultats-là. Et ici, un chiffre qui est très intéressant, c'est la conversion du moteur qui est 3 fois plus élevée quand les résultats sont personnalisés. Donc ici, c'est un exemple sur un site américain qui vend un peu des produits haut de gamme. Donc j'ai cherché le mot pantalon et j'ai 2778 résultats. Et donc ici, j'ai montré moi mon intérêt pour une créatrice qui s'appelle Eileen Fisher. Donc j'ai recherché ce terme-là dans le moteur, j'ai navigué plusieurs fois sur des fiches produits et donc j'ai ensuite au bout d'un certain temps refait exactement la même recherche sur le mot pantalon. Donc j'ai toujours 2778 résultats, ça n'a pas changé, mais vous voyez que le produit numéro 2 et le numéro 3 ont changé. Voici ici, vous aviez un produit de Donna Karan et un produit Fig. Et hop, quand on passe ici,
on a 2 produits Aline Fischer qui sont remontés. Donc voilà, le site ici a compris que je portais un intérêt pour cette créatrice. Et donc, quand j'ai cherché le mot pantalon, il m'a d'abord montré, en tout cas, il a fait remonter les produits de cette créatrice. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant à mettre en place sur son site. Sachant qu'en plus, la plupart des solutions qui sont capables de faire ça, c'est quelque chose qui est tout automatique. Donc c'est via des systèmes, via des algorithmes qui vont automatiquement apprendre. Et donc, une fois que la configuration est en place, ça ne vous demande pas de travail supplémentaire. Ah, je vois que quelqu'un est en train de taper. Ah, non. Ah, est-ce que vous avez ouvert un compte sur le site? Non, je n'ai pas ouvert de compte sur le site. J'étais un internaute, entre guillemets, anonyme. Donc, en fait, ce n'est pas des préférences que j'ai indiquées sur le site, c'est n'importe qui. Ça marche de manière totalement automatique. Il n'y a pas besoin d'être connecté. La seule chose sur laquelle on peut avoir des problèmes, c'est si vous vous connectez sur le site, que vous effacez vos cookies de navigation et que vous vous reconnectez. Donc, il y a des chances qu'ils ne puissent pas faire le lien entre et savoir que vous êtes la même personne. Alors, si évidemment vous êtes logué sur le site, bien là, même si vous effacez votre cookie de navigation, là, il peut quand même vous reconnaître. Donc ça peut être notamment très intéressant quand on est sur plusieurs devices et donc vous commencez à naviguer chez vous, par exemple, ou au travail entre midi et 2 sur le site, vous commencez à faire un peu votre liste de courses, vous commencez à regarder des produits et puis le soir dans le métro, vous consultez encore le site sur votre mobile et là, il peut personnaliser vos résultats parce que vu que vous êtes logué, il sait que vous êtes la même personne. Je vois que j'ai une autre question. Oui, c'est toujours mieux d'avoir un compte. C'est toujours mieux d'avoir un compte vu que ça permet de vraiment reconnaître tout le temps l'internaute. Mais même sans compte, ça peut vraiment très bien fonctionner tant qu'on n'efface pas les cookies. Alors en sachant que le moteur de recherche peut quand même, pas que le moteur de recherche, le site peut quand même s'adapter au cours de votre navigation. C'est-à-dire que si vous avez commencé à rechercher le mot Adidas, que vous avez navigué un peu sur des produits hommes Adidas, et bien dès que vous allez réutiliser le moteur de recherche, il peut directement le moteur de recherche s'adapter et vous montrer des produits Adidas hommes. Ça peut aller vraiment très rapidement. Il y a des solutions en moins de 1 ou 2 minutes, en quelques actions, elles peuvent commencer déjà un peu à vous identifier et un peu à vous connaître. En effet, si vous naviguez sur le site dans la page homme, on peut raisonnablement penser que vous êtes intéressé par ces produits-là, soit que vous êtes directement un homme, soit que vous êtes bien par exemple sa femme et que vous recherchez des produits pour votre mari. Mais en tout cas, c'est ce qui vous intéresse. Donc, c'est même pas, ça peut directement s'adapter vraiment au bout de quelques minutes. Exactement, c'est ça. C'est des sites dynamiques, c'est de la recommandation dynamique. Donc, on parlait, pardon, de la gestion de la page zéro résultat. Un problème qu'on peut avoir dans un moteur de recherche, c'est en effet la page zéro résultat. Zéro résultat correspond à votre recherche et ça a un effet très déceptif pour vos internautes. Et donc, ils peuvent partir s'ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent. Le but de ces fonctionnalités-là, c'est essayer quand même de capter l'internaute, d'éviter qu'il ne parte malgré ce résultat négatif. Donc, c'est un peu comme un bon vendeur en magasin. Il va essayer de proposer des produits qui peuvent quand même intéresser l'internaute. Un client en magasin va arriver, tiens, je recherche une robe noire en laine. Et bien là, le vendeur va faire, ah, je suis désolé, j'ai pas de robe noire en laine. Par contre, je vois que vous recherchez plutôt des robes plutôt pour l'hiver. Alors, j'ai des robes noires de cette matière-là. C'est pas de la laine, mais ça peut quand même vous intéresser. Ben ici, c'est exactement la même chose. C'est l'exemple que je donne. Vous recherchez une télé Samsung noire, le site n'en possède pas, mais il va essayer de vous suggérer des télés Sony noires. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais ça peut quand même vous intéresser.
Ici, je vais vous donner plusieurs exemples. Ici, sur le site de 36 Belgique, vous tapez le mot diesel, le site n'en possède pas. Eh bien ici, ils ont fait des encarts de contenu avec des marques qui peuvent potentiellement intéresser les gens qui recherchent du diesel. Donc ici, Desigual, Levi's, Caporal et Guess. Un autre exemple ici, c'est j'ai fait une recherche, alors un peu de n'importe quoi pour être sûr d'avoir zéro produit sur le site de Conforama. Eh bien, ici, on va montrer d'abord les catégories principales du site, hein, c'est un rappel, et puis des meilleures ventes. Alors, ça va peut-être pas énormément de chances de fonctionner, mais ça permet quand même d'essayer de rattraper un maximum l'internaute. J'ai déjà vu sur un autre site, quand on faisait la recherche de Birkenstock, donc la marque de sandales, eh bien le site n'en possédait pas. Eh bien, il montrait une sélection de sandales. Donc, c'est pas exactement ce que recherche l'internaute, mais on essaie quand même de le garder et de lui montrer des produits. Donc voilà, on a terminé avec la partie pour maximiser la conversion et on va aborder une petite partie sur les points de vigilance qu'il faut avoir au niveau d'un moteur. Et donc le premier point qui est vraiment primordial, c'est la qualité de la donnée. Donc c'est comme pour le merchandising, c'est quelque chose que les deux partagent, c'est que la donnée est un élément central pour la pertinence du moteur. Je prends un exemple. Si vous recherchez ordinateur Hewlett-Packard, bah, si votre marque Hewlett-Packard est orthographiée de plusieurs façons différentes, et c'est un cas que j'ai déjà vu chez un client où Hewlett-Packard c'était écrit Hewlett-Packard, c'était aussi écrit HP. Eh bien, quand vous allez taper Hewlett-Packard, ordinateur Hewlett-Packard, vous n'allez pas trouver les produits qui sont ordinateur HP. Alors, il y a des moyens de corriger ça. Donc, on peut déjà dire que HP, on peut corriger la donnée et dire que c'est Hewlett-Packard. On peut aussi définir des synonymes pour dire HP, c'est la même chose que Hewlett-Packard. Mais si vous ne faites pas de ces opérations-là, eh bien, votre client qui va taper ordinateur Hewlett-Packard, il va pas en trouver, alors qu'en fait, vous avez des ordinateurs HP. Donc voilà, donc c'est vraiment très très important de faire attention à cette qualité de données. Vous allez avoir la même chose, donc j'en parlais tout à l'heure dans les filtres et dans les facettes. Eh bien, par exemple, si votre marque est écrite de plusieurs façons différentes ou que votre couleur est mal renseignée, voire pas du tout, eh bien votre internaute va taper euh, par exemple meuble, voilà. Il recherche un meuble sur le site et il aimerait bien avoir un meuble blanc. Mais il n'a pas tapé meuble blanc, il a juste tapé meuble. Eh bien, dans votre facette, dans votre filtre, vous avez toutes les couleurs, donc noir, couleur bois, etc. Eh bien, si la donnée blanc n'est pas inscrite pour certains meubles, quand il va filtrer sur la couleur blanc, il y a certains meubles qui ne vont pas remonter. Donc c'est encore très très important de faire attention à la qualité de la donnée, c'est-à-dire à la fois que la donnée soit bien orthographiée et puis que la donnée soit présente pour vos produits. Parce qu'en effet, si on n'a pas la donnée pour un produit, eh bien, quand il va taper meuble blanc, les produits qui sont peut-être blancs quand on regarde la photo ne remonteront pas. C'est aussi un impact sur l'organisation humaine, donc la configuration et l'optimisation du moteur de recherche. Ça doit être mené de front, je dirais, par deux personnes qui sont à la fois les merchandisers et à la fois un web analyst. Pourquoi? Parce que le web analyst, c'est lui qui va un peu analyser les données sur le site, qui va dégager des informations sur la performance et les tendances de fréquentation et qui va donner grâce à l'analyse des chiffres et des différents chiffres qu'il va avoir en sa possession, qui va pouvoir donner des conseils et transmettre ses recommandations à l'e-merchandiser. Par exemple, il va se rendre compte que sur le site, le panier moyen, par exemple, il a baissé. Et donc, dans ce cas-là, il va pouvoir dire, eh bien, tiens, le but sur le site, ça va être de remonter le panier moyen. Donc ça, bien, on va pouvoir peut-être changer le tri dans le moteur pour faire remonter, par exemple, des produits un peu plus chers. Il va peut-être transmettre à l'e-merchandiser comme quoi les gens sur le site, les internautes qui arrivent, ils ont c'est plutôt des jeunes et qui vont pas dépenser beaucoup.
Donc peut-être que sur le site, eh bien, je vais adapter les résultats du moteur pour montrer peut-être des produits un peu moins chers au début. Donc voilà, ça peut être, c'est lui qui va vraiment analyser toutes les informations et qui va transmettre à l'e-merchandiser ces informations-là pour que l'e-merchandiser puisse adapter le moteur de recherche. Donc l'e-merchandiser, c'est lui qui est en charge de toute l'animation commerciale sur le site et c'est lui qui va mettre en place et développer toutes les stratégies. Hein. Le but, c'est de maximiser les ventes et de faire en sorte que l'internaute revienne, etc. Et donc, c'est lui qui va être en contact à la fois avec le web analyst et puis tous les métiers de l'offre pour élaborer les stratégies. Et donc, le but, c'est il va se servir des recommandations ou en tout cas des données fournies par le web analyst pour affiner sa stratégie. Voilà. Et également, il peut converser avec l'offre pour également affiner ses différentes stratégies. Dernier point, le suivi de la performance, point très très important. Et je le dis à chaque fois que je peux intervenir chez des clients, il est nécessaire de suivre votre performance. Pourquoi? Parce que sinon vous allez entre guillemets naviguer en aveugle et dans un moteur de recherche, ça peut être vraiment très embêtant. Vous allez, par exemple, si vous ne suivez pas, vous n'allez pas savoir le nombre de requêtes zéro résultat. Est-ce que le nombre de personnes qui recherchent des produits qui ne trouvent pas de résultats, est-ce que c'est 5%, 10%, 20%, 50%? Vous n'allez pas savoir les requêtes les plus tapées. Et donc, à un moment, c'est peut-être intéressant de savoir que t-shirt blanc, c'est la requête qui fait que recherche 3000 personnes par mois. Donc, à un moment, quand c'est 3000 personnes par mois qui recherchent ce terme-là, eh bien, il faut vraiment s'assurer que les résultats de recherche soient le plus parfait possible et peut-être mettre un peu un push produit, en tout cas l'animer de manière commerciale. Donc voilà, et le moteur de recherche, ben, ça permet de suivre la performance de son moteur et de se rendre compte que tiens, le moteur, il performe pas bien en ce moment, etc. Généralement, quand on intervient, le but c'est de faire vraiment un état des lieux à un moment X, et puis ensuite essayer de faire ces optimisations et à un temps 2 de pouvoir comparer pour savoir si les performances du moteur se sont améliorées. Globalement, c'est nous ce qu'on conseille, c'est au moins d'intervenir une fois tous les 15 jours sur le moteur. Donc, regarder les actions menées, quels ont été les résultats, analyser les principaux KPI du moteur qui sont, entre guillemets, le taux d'utilisation du moteur, est-ce qu'il est beaucoup utilisé ou pas, le CA qui est généré, le taux de transformation, le nombre de requêtes qui ont été faites, le nombre de requêtes zéro résultat, le taux de sortie, et puis également, surtout, c'est un indicateur qu'on a un peu tendance à oublier, le taux d'accès à la fiche produit. Donc, le taux d'accès à la fiche produit, ça va mesurer l'efficience de votre moteur de recherche, c'est-à-dire sur 100 personnes qui vont utiliser le moteur, combien est-ce qu'il y en a qui vont directement cliquer sur un des résultats. Donc, ça va vraiment définir si votre moteur est pertinent ou en tout cas si les produits retournés plaisent aux internautes. Donc voilà, et donc c'est aussi intéressant d'analyser son top requête, peut-être le top 100, top 500, ça dépend toujours des volumétries. Et puis à chaque fois, on peut jouer les requêtes dans son moteur et regarder les résultats. Et si les résultats ne sont pas assez qualitatifs, on peut réagir en conséquence. Donc peut-être en mettant des synonymes. Je me rends compte que quand je tape short, j'ai pas des produits, j'ai pas les Bermudas. Donc là, je vais définir un synonyme. Ça peut être des redirections. Tiens, quand je tape Chanel, je vois des listes des pages de résultats. Je vais rediriger vers mon brand corner parce qu'il est bien marketé. Donc voilà, ce sont un peu toutes les différentes actions qu'on peut mener. Globalement, ce qu'on conseille toujours, c'est de suivre peu d'indicateurs. Ça sert à rien de suivre 50 indicateurs, mais de s'obliger à les consulter régulièrement. C'est aussi toujours aussi de suivre peu d'indicateurs, mais de suivre des indicateurs qu'on comprend. C'est-à-dire, ça sert à rien de suivre 10 indicateurs si vous ne savez pas déjà comment ils sont calculés et réellement ce que ça signifie. Et tout ça, en fait, le suivi, ça va se permettre de sortir un peu du je pense que et un peu des légendes urbaines parce que on a entendu une fois quelqu'un qui disait que si on faisait ça, ça marchait, etc.
ce qui est important, il faut privilégier la mesure et le factuel. C'est-à-dire que vous allez, suite à par exemple une recommandation de votre web analyste, changer la stratégie, vous avez comparé un temps X, vous comparez 15 jours plus tard, et bien là, vous voyez concrètement que ça va marcher. Si vous n'avez pas de mesure, vous naviguez un peu à l'aveugle et donc vous ne savez pas si ce que vous faites, ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment important de suivre son moteur. Donc voilà, donc nous arrivons donc à la fin de on est à la fin de ce webinaire. Si vous avez des demandes ou si vous souhaitez récupérer le support, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, donc webinar@web-transition.com. Voilà, et je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions à me poser? N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Je suis là pour y répondre. Je vous remercie, Stéphanie. Bon, bien parfait. Je vois que personne n'a des questions. On attend encore. Ah, quand on est seul à gérer son nouveau site, les priorités, alors déjà, je pense que la première priorité, c'est déjà mettre en place un peu un suivi de son site via un analytics. C'est déjà la première chose. Et puis ensuite, alors c'est un travail qui peut être un peu long, c'est regarder déjà bien le top requête. Pourquoi c'est est-ce que les requêtes qui sont tapées 100, 200, 300, 500 fois par mois, est-ce que les résultats sont bien? Et puis après, c'est un travail un peu de longue haleine, hein. Un moteur de recherche, il évolue constamment parce qu'il va évoluer en fonction bien des internautes, des saisons. Bien parce que en été, si on vend du textile, en été, les gens vont rechercher par exemple des robes, des maillots. En hiver, ils vont chercher des manteaux, etc. Donc c'est suivre un peu son moteur et puis c'est un travail où chaque jour un peu on va un peu améliorer. Ça sert à rien de passer des heures dessus, mais bien chaque jour on va définir quelques synonymes, on va définir quelques redirections et puis petit à petit on va améliorer son moteur. Mais en effet, je pense qu'au début il vaut mieux se focaliser sur les requêtes qui sont les plus tapées sur le moteur. Eh bien, parfait. Je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée et également un bon week-end.